Donc, alors c'est marrant parce que c'est souvent les mêmes qui vous disent « je suis Charlie ». Oui, Et par ironie de l'histoire, c'est Charlie Kirk qui a oui, été assassiné. oui, C'est plus compliqué pour eux aujourd'hui de dire « je suis Charlie ». Vous voyez? oui, C'est c'est ces gens-là qui ont fait la leçon à tout le monde pendant des décennies, qui en fait ont laissé tomber le masque. Et on est dans une période où je trouve que tous les masques tombent. oui. C'est l'intérêt de cette période. Je trouve qu'on a beaucoup avancé là en quelques mois et quelques années. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés, je le répète, nos deux canaux principaux, abonnés de la chaîne YouTube où vous êtes pratiquement 500 000 à nous suivre et abonnés de l'application Omerta. Et donc je rappelle toujours à ceux de la chaîne YouTube, et bien que l'application existe, et que c'est sur cette application que vous pouvez découvrir nos documentaires, avec notre prochain documentaire sur le Congo qu'on vient de terminer, le Congo RDC, gros travail qu'on a fait cet été sur les mines et sur les massacres au Kivu pour mettre un éclairage sur cette région du monde dont on parle assez peu. Et bien Omerta, fidèle à sa promesse justement d'aller là où les autres ne vont pas, de parler de choses dont les autres ne parlent pas, eh bien nous nous sommes rendus au Congo et donc je vous donne rendez-vous sur cette application pour voir ce documentaire. Également, j'annonce aussi la sortie du prochain magazine d'Omerta qui est également consacré au Congo, qui s'appelle Congo Silence on tue, justement sur ces massacres et sur cette problématique de l'Afrique des Grands Lacs, avec plein d'intervenants dans ce magazine, Bernard Lugan, Charles Onana et d'autres qui ont accepté de nous prêter leur plume pour nous expliquer les problématiques de cette région. Donc voilà, beaucoup de choses qui vont arriver sur les applis, sur l'application, donc sur la chaîne YouTube. Eh bien, je reçois aujourd'hui Florian Philippot. Bonjour Florian. Bonjour, Alors, merci de me recevoir. eh bien, écoutez, vous êtes un habitué de la chaîne et on est très heureux de vous avoir, en particulier en ce moment où il y a beaucoup de choses qui se passent. On va parler évidemment des assises de la souveraineté qui ont eu lieu le week-end dernier. Donc, je rappelle que vous êtes président des Patriotes et vous êtes une des figures du souverainisme en France. Justement, première question pour rentrer vraiment dans le bain. Les idées souverainistes, semble-t-il, n'ont jamais eu autant le vent en poupe. Je dirais que c'est un phénomène qu'on peut presque qualifier de mondial. Hein. Partout, ça s'organise. Même parfois, ces forces sont déjà au pouvoir. Hein. Trump, Meloni, Orban, Fico. Par rapport à ça, on a l'impression quand même que on voit la mobilisation en Angleterre également, même si là, encore une fois, ni Farage ni Thompson sont au pouvoir, mais on est quand même dans une dynamique. On a l'impression que la France est un peu en retard et que cette famille souverainiste, elle est divisée entre plusieurs chapelles. Pour une grande partie de l'opinion, le RN incarne cette tendance. Pourquoi c'est comme ça en France et pourquoi finalement vous n'arrivez pas à vous organiser? Alors, sur votre présentation, c'est largement vrai. On pourrait revenir si vous voulez, mais je mets un gros bémol sur Mélanie, hein, Oui. que je ne mets pas dans cette famille-là. Puis les problématiques sont très variées selon les pays. Nous, on a un gros problème, c'est l'Union européenne. Mmh. C'est-à-dire que Trump a un problème encore, c'est l'État profond. On le voit bien, mais au moins, il est arrivé dans un pays qui gérait déjà sa monnaie, ses frontières, ses lois, ce qui n'est pas notre cas. On a une étape en plus à faire. Mmh. Donc on a ce problème-là. Alors après, le souverainisme a le vent en poupe. Arras, les assises de la souveraineté, le 13 septembre qu'on organise. On avait 1000 personnes de plus que l'année précédente, on était 3600. Ça commence à devenir considérable. Plein d'intervenants de tout l'écosystème souverainiste. Il y a vraiment des gens de des professions mélangées, des journalistes, des politiques, des youtubeurs, des influenceurs, des chefs d'entreprise, des médecins, des avocats. Enfin, je trouve ça formidable. Et pour moi, c'est l'avenir. Mmh. Et clairement, il y avait une ambiance, une dynamique du monde. Donc il se Philippe passe quelque Devilliers chose. qui est intervenu. Intervention. Alors Alors, j'avais enregistré cet été, il m'avait gentiment invité au Puy du Fou au mois d'août. mhm. J'avais enregistré une nouvelle vidéo. C'était pas la première. On a déjà fait une vidéo sur ma chaîne
longue en juin dernier, intéressante. Mais là, on a fait une vidéo spécialement pour les l'événement. assises. Et puis, il nous a fait une petite surprise. En direct, il m'a appelé. On a mis le haut-parleur dans toutes les salles. Et on a discuté avec lui. Et il nous a parlé de la nécessité de sortir de l'Union européenne, très clairement. Il a passé un message d'encouragement à ce qui se faisait à Arras. Donc, merci à lui, grand merci à lui. C'était formidable. Tout le monde était ravi de cette surprise. Et après, pour le reste... Bon, écoutez, notre problème, vous l'avez signalé, en France, on a un problème particulier, c'est le RN. C'est-à-dire que le RN ayant une longue vie, et il a mené des grands combats courageux pendant longtemps, donc il y a une persistance, si vous voulez, rétinienne. Les gens se disent, enfin des gens, ça commence quand même à changer, hein, mais il y a encore pas mal de gens qui se disent, bah, le parti qui veut nous rendre notre souveraineté, il est là. Et en fait, c'est faux. Enfin, c'est devenu faux. Enfin, tout le monde le sait maintenant. Je veux dire, on ne va pas refaire l'histoire, mais enfin, depuis plusieurs années, et on a l'impression en accélérer maintenant, ça va de plus en plus vite. Le RN s'est normalisé, s'est soumis, ne veut plus sortir de l'Union La européenne. fameuse dédiabolisation l'a amené finalement à être comme les autres, c'est ça que vous dites? Alors, c'est-à-dire que moi, je concevais, quand j'y étais, la dédiabolisation comme une professionnalisation indispensable. Oui, parce que vous aviez fait quand même beaucoup de choses. Bien sûr, mais on n'avait jamais, au contraire, on n'avait jamais remis en cause le fond du programme, notamment la nécessité absolue de rompre avec l'Union européenne. Et aussi Schengen, la CEDH, l'OTAN, enfin, c'était clair et net, et ça c'était intangible. L'euro, enfin, c'était évident. Vous ne pouvez rien faire dans aucun domaine, ni économique, ni migratoire, ni rien, si vous n'êtes pas un pays souverain. Enfin, c'est la base de la base. Et ça, ils l'ont touché. Ça, et c'est pour ça que je suis parti, mais ils l'ont touché, ils l'ont détricoté de plus en plus. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Sauf que, persistance rétinienne, dans l'œil de beaucoup de Français, notamment du camp patriote au sens large, il y a encore l'idée que c'est lui qui incarne ça. Et que c'est ceux qu'on n'a pas encore essayé. Alors ça, évidemment. Ça marche beaucoup. Hein, le fameux vote utile qui, en réalité, on l'a vu aux européennes, vote utile pour, soi-disant réformer de l'intérieur par le Parlement européen, virer Ursula von der Leyen, changer l'Europe. C'est toutes les promesses, enfin rembobiner le fil de la campagne électorale de 2024. Et vous verrez toutes les fausses promesses qui n'ont pas été tenues. Sauf que moi, à l'époque, en temps réel, je disais non, ça ne se passera pas comme ça. Soit on rompt avec l'Union européenne, soit on fait croire ad vitam aeternam qu'on la changera de l'intérieur et jamais rien ne changera. Et tout s'empirera, tout empirera. Donc en réalité, voilà. Après, l'histoire qu'il y a différents mouvements souverainistes, en soi, c'est pas grave. C'est même plutôt une force et une richesse, parce qu'on n'est pas un bloc homogène, Dieu merci. On il y en a aussi à gauche. Hein. Il y en a à gauche, à droite. Enfin, moi, de toute façon, je ne raisonne ni à gauche ni à droite. Enfin, non, c'est vrai que vous êtes au sein des patriotes, il y a des gens qui viennent de la droite, des gens qui viennent de la gauche. Et il y a beaucoup de gens qui viennent déjà de l'absence de ce clivage, qui ne se sont jamais reconnus une seconde de leur vie dans ce clivage, qui me semble un petit peu désuet et piégeux même, pour nous diviser. Non, il faut faire l'union des patriotes. Il y a plusieurs partis. Simplement, il faut qu'ils soient capables de faire des alliances électorales quand nécessaire. Nous, je parle là non plus, mais replonger là-dedans. Enfin, les Patriotes sont le mouvement qui l'a toujours fait, toujours proposé, qui propose pour la présidentielle une primaire des souverainistes pour qu'il n'y ait qu'un seul candidat avec un critère simple pour y participer. Vous pouvez être de gauche ou de droite, on s'en fiche complètement. Évidemment, tout le monde peut y participer, mais un critère de fond, il faut au moins s'engager à un référendum sur la sortie de la France de l'Union européenne. Sinon, vous ne pouvez pas être considéré comme souverainiste. Et à partir de là, on fait une belle campagne respectueuse. On peut avoir des débats de fond, des débats stratégiques. Et puis, c'est le peuple souverainiste qui tranche. Ou alors, il y a un fédérateur naturel qui va émerger. Et ce sera formidable, et on aura tous le devoir de se mettre derrière lui, à ses côtés, et de le faire gagner. Alors je ne dis pas que c'est le fédérateur naturel, mais je voudrais revenir quand même sur Philippe de Villiers qui lance son initiative pour pétition sur l'immigration, là qui intervient chez vous, même si vous nous dites que vous êtes allé au Puy du Fou et qu'il y a déjà eu des... Mais là, c'est quand même un peu, il y a un petit côté quand même un peu... Vous le voyez quand même cheminer vers quelque chose Écoutez, moi j'ai beaucoup... moi, Philippe de Villiers, comme tous les Français, je le connais depuis longtemps. Je l'ai connu même enfant, puisqu'il s'est fait connaître lors de Maastricht en 92. Donc il y a une constance. Ça, personne ne lui retirera. Il y a une constance extraordinaire. Il y a une sincérité. Mais je le connais personnellement depuis le mois de mai.
Et comment ça s'est fait? Je sortais d'une émission. Je dis là, tout ce que je vous dis, j'en ai discuté avec lui, donc je ne trahis aucun secret. Il m'autorise à tout raconter. Il m'a dit, il n'y a aucun problème. Mais les gens ne le savent pas forcément, donc Ouais, c'est mais très bien. Je ne sais même pas si je l'ai déjà raconté en détail. Ouais. Donc je vais vous le raconter. Et il m'a dit, racontez-le, il n'y a aucun problème. Donc je le dis, je ne romps aucun secret. Je sortais d'une émission de CNews et j'ai un coup de fil d'un numéro que je ne connaissais pas. Et c'était au bout du fil Philippe de Villiers. C'est toujours un peu surprenant, et qui me dit « Félicitations, je viens de vous voir, je vous ai trouvé formidable, vous savez qu'on partage beaucoup de choses. » J'ai écouté, vous savez, vous êtes mon premier meeting, puisque moi, quand j'avais 17 ans, j'étais en terminale, j'avais emmené mes parents à un meeting à Lille de la liste Pasqua de Villiers. La fameuse liste qui avait fait 12%, un truc 13, comme ça. qui avait dépassé aux Européennes 99, qui avait dépassé la liste officielle. C'était une surprise à l'époque. C'était une surprise, une magnifique liste souverainiste. Et à quelques mois près, je ne pouvais pas encore voter, mais je soutenais à fond cette liste. Et c'était mon premier meeting politique. Donc je lui ai raconté rapidement, je lui ai dit je suis très heureux, il faut qu'on se voit, etc. Volontiers. Puis on s'est vu, ça ne s'est pas fait immédiatement, on s'est vu 3-4 semaines plus tard. On a pris un café, longuement, je crois vraiment 2h30 en tête à tête, on a discuté. Et c'était immédiatement facile, c'était fluide. Vous voyez, parfois il y a des rencontres, vous êtes mal à l'aise et tout, puis parfois il y a des rencontres, vous n'êtes pas mal à l'aise. Ça, c'est l'alchimie humaine, c'est comme ça. Voilà, l'alchimie humaine et politique, il faut dire. Et voilà, et puis, il est venu au QG des Patriotes enregistrer une vidéo de fond, en juin donc, qu'on a diffusée, très intéressante. Les gens la verront sur ma chaîne s'ils ne l'ont pas encore vue. Et puis, il m'a dit, venez au Puy du Fou. Je n'étais jamais allé de ma vie au Puy du Fou, qui est une de ses grandes réalisations, qui est... Alors j'avais en tête que c'était très bien, mais en fait c'est au-dessus de ça. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Puy du Fou. C'est extraordinaire, vraiment. Vraiment. Et puis on a dîné ensemble le soir, de nouveau en tête à tête, et on s'est dit un peu la suite, ça c'était au mois d'août. Alors je ne peux pas vous dire s'il sera candidat ou pas, honnêtement j'en sais rien. Honnêtement je ne sais pas s'il sait. Et de toute façon, voilà, on ne va pas passer des heures sur ce sujet-là parce qu'on n'aura pas de réponse là. Non, mais en tous les cas, j'étais très heureux quand cette rentrée sur CNews, même si ça a toujours été sa position. Il a toujours dit qu'il fallait sortir de l'euro, de l'Union européenne, mais là, il l'a dit peut-être d'une manière plus directe et claire que jamais. Ouais. Parce qu'il sent que voilà, c'est un moment clé où il faut... Voilà. Et c'est superbe. Il y a cette initiative dont vous avez parlé, cette pétition qui fait un carton absolu, qui dérange certains manifestement, parce qu'il s'en prend aussi, sur l'immigration. Mais je l'avais au téléphone parce que quand j'ai refait CNews, il m'a réappelé après, là, la semaine dernière, et il m'a dit pareil, c'était très bien, etc. Et on parlait de sa pétition, et je lui ai dit, ce qui est formidable avec vous, c'est qu'il y a une cohérence. Parce que appeler à un référendum sur l'immigration, mais si à côté vous dites qu'il faut rester dans Schengen, l'Union européenne et la CEDH, ça c'est la position du RN, qui appelle aussi à un référendum sur l'immigration. Mais à côté, ils vous disent on reste dans le système. Donc quel est l'intérêt d'un référendum qui sera annulé par le droit européen juste derrière? Aucun intérêt. Lui, c'est cohérent. Oui, lui, c'est cohérent. Tout à fait. Et donc c'est pour ça, je pense d'ailleurs que ça marche aussi bien. Voilà. Après... Bon, on verra. On verra, mais honnêtement, c'est une personnalité qui aujourd'hui... fédère, ouais. Je ne sais pas, si vous discutez avec des gens dans la rue, vous le verrez. Regardez les commentaires, il y a un phénomène. Pour être allé de nombreuses fois sur CNews, là-bas, ils appellent ça, ils disent, quand Villiers passe, ils disent c'est la messe. Ah oui. Il y a une sorte de captation. 1 million d'audience. Et c'est vrai, quand on regarde, on attend, parfois, vous savez, dans les émissions, on attend un peu avant, et il est à l'antenne. Très fréquemment, on écoute quand même ce qu'il dit, quoi. Voilà. Alors que c'est pas le cas de tous les invités. C'est un personnage qui a eu donc plusieurs vies. Ah ben, totalement. Parce que là, c'est une sorte de résurrection politique. Complètement. À un âge plus avancé, puisque évidemment, il est plus vieux par définition que, comme nous tous, qu'il y a quelques années. Mais c'est vrai que peut-être que les Français le découvrent comme ils ne l'ont jamais connu. Oui, et il n'a plus du tout, je trouve, l'image qu'il pouvait avoir dans les années 90. Non, l'image d'un techno, d'un politicien, de quelqu'un qui était dans la droite classique. Mais il était caricaturé, à fond. Il était, mais peut-être aussi lui-même a évolué. C'était quand même quelqu'un, un fonctionnaire, grand fonctionnaire, etc. Je pense qu'aujourd'hui, si on ne va pas non plus s'épancher trop longtemps sur Philippe de Villiers, mais personnellement, moi je l'ai connu aussi en allant au Puy du Fou et en faisant un reportage justement
renseignements sur lui là-bas, en essayant de comprendre un peu ce qui l'avait motivé. Et quelque part, avec cette histoire de guerre de Vendée et de il a sorti la Vendée, il a ressuscité la Vendée. C'est vrai. Et il raconte d'ailleurs dans un de ses reportages, que je n'ai pas fait mais que j'ai vu, que quand il arrive en Vendée, on ne lui apprend pas la guerre de Vendée. Il la découvre sur des vitraux dans une église où il voit des gens jetés dans le feu. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Donc, quelque part, il a ressuscité une partie de l'histoire de France. Et bon, son Puy du Fou, il a quand même pris une grosse partie de l'histoire de France. Mais c'est merveilleux et personne n'a été capable de faire ça, franchement, à ce niveau, dans une autre région. Donc ça, il faut lui reconnaître. Et puis, pour ce qui est de CNews, oui, cette résurrection médiatique aussi l'a amené peut-être aujourd'hui à devoir choisir une autre étape. On verra bien. C'est-à-dire qu'il faut parler, Voilà. parler avec le cœur, il faut parler. Les Voilà. gens en ont soupé des Tout à politiciens, fait. les Attal, Ouais. les Macron. Où tout est formaté. Je vous dirais aussi les Bardella. Hein. Les Oui, Bardella, alors, parce que c'est la punchline formatée pour TikTok. il y en a un que Les gens en ont soupé de Ouais, tout ça. ouais. Il faut parler avec le cœur, il faut parler avec l'authenticité. Ouais. C'est un peu la révélation. Enfin, c'est un peu aussi ce qu'on apprend avec Vance Trump. Ouais. Bien sûr qu'il y a toujours du Oui. calcul, on n'est pas idiot, mais Non, mais les gens se disent, tiens, ces gens-là sont quand même des vrais bonhommes, quoi. Ils sont authentiques. C'est ont- pas le punchliner Ouais, formaté ouais, pour TikTok, vous qui est voyez. là, qui est avec sa cravate et on ne sait pas ce qu'il Ah, fait là, derrière. c'est- je On crois que sent c'est pas fini, ouais, il y a un c'était- changement d'époque là. Tout à fait. Alors, il y en a un sur lequel je voulais vous faire réagir, c'est le Cornu. Alors, d'abord, je voulais vous poser la question si vous le connaissiez. D'abord, comment vous allez vous positionner en cas de censure du prochain gouvernement? Est-ce que vous allez présenter des listes si il y a élection législative anticipée? Qu'est-ce que vous en pensez un peu? C'est le dernier fusible de la Macronie? C'est, comme a dit Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui... Parce qu'il a quand même un enracinement, lui, il est quand même... il n'a pas fait qu'un travail négatif au ministère de la Défense. Bon, écoutez, le cornu, mais je ne sais pas si c'est le dernier fusil parce qu'on dit ça à chaque fois, il me semble. Donc, Oui. je me méfie beaucoup de cette expression. Mhm. Je pense qu'à un moment, quand tous les fusibles ont sauté, il faut faire disjoncter le système et ça s'appelle le départ de Macron. Mhm. Et ça devrait être une évidence pour tout le monde de voter sa Mais destitution. ce n'est pas une évidence pour Macron. Non, c'est pas une évidence pour Macron. Ouais. Ça, on aura bien compris la chose, mais Mhm. c'est même pas une évidence pour toutes les oppositions. Ouais. Ce qui me pose plus problème encore. Ouais, Il y a une motion de destitution qui arrive au Parlement. Alors, c'est LFI qui la dépose. Bah oui, et alors ouais. on s'en fiche. Enfin, je veux dire, ce Mhm. serait le RN, LFI, les Verts, moi j'ai dit même les Martiens Ouais. ou les Raéliens, il faudrait la voter. Mhm. Enfin, on en est quand même à un niveau d'urgence là. Ça ne réglera pas tout, hein, mais on fait Mhm. sauter quand même ce vrai problème qui est Macron, qui est Mhm. illégitime aujourd'hui, détesté par les Français et qui bloque tout. Le Cornu, le Cornu, c'est un ministre sans interruption de Macron depuis 2017. Mhm. Voilà, après on peut me dire ce qu'on veut. Enraciné, ministre des Armées, je sais, il a déclaré dans des interviews « Je suis le ministre le moins européen du gouvernement ». Vous comprenez bien Ouais. qu'à mon oreille, ça sonne bien. Ouais. Je suis content de cela. Le problème, c'est quoi la suite? Mhm. Parce que moi, j'ai connu un ministre de la Défense qui s'appelait Jean-Pierre Chevènement. Mhm. Il y avait une guerre d'Irak, la guerre du Golfe. Il démissionne. Il démissionne. Ouais. Alors, si vraiment il n'est pas si européen que ça, Mhm. comment il reste dans un gouvernement et sous Mhm. la présidence du président le plus européiste qu'on a jamais eu? C'est vrai, c'est vrai. C'est contradictoire. Mm. Et ça fait 8 ans qu'il y est. Voilà, donc pour moi, Mm. le Cornu, évidemment, il faut voter la première motion de censure qui viendra. C'est même pas contre le Cornu personnellement, je m'en fiche, le Cornu, non, je ne le connais pas. Mais il faut précipiter la crise politique. Oui. La crise est positive aussi. Bien sûr. Il n'y a rien de pire et- d'être enquisté. et Il tout- faut percer le pu, là. Et Il faut là, que ça tout- dégouline et là, tout et est ensuite bloqué. aller vers quelque chose de plus sain. Et là, tout est bloqué, là. Tout est Quelque part. Alors, je vais revenir sur l'Europe, mais d'une façon peut-être un peu différente de ce qu'on a pu dire jusqu'à présent. Aujourd'hui, vous combattez l'Europe de Bruxelles, celle que vous combattez Ouais. depuis de nombreuses années. Je précise que vous êtes un de ses opposants historiques. Elle est en danger d'être éclipsée par l'histoire. Les Russes la combattent, les Américains la méprisent, les Chinois s'en servent encore vaguement comme un marché. Alors, j'imagine que vous vous réjouissez de la mise en péril de cette technostructure, mais est-ce que ce n'est pas inquiétant aussi pour notre avenir à tous? Ah bah bien sûr, de toute façon, plus on fait l'Europe, l'Union européenne, plus la France disparaît. Oui, Donc, si vous voulez, mais là, l'histoire nous sert.
Parce que nous on sert, se dit à quoi on va servir, à quoi cette Europe va servir. Oui, mais moi, ma crainte, c'est que, bien sûr, vous avez raison, elle est en train de disparaître de l'histoire, elle est en train d'être négligée économiquement, politiquement, militairement. Bien sûr, parce qu'elle a construit sa faiblesse. Hmm. Plus on faisait l'Union européenne et on nous vendait qu'on serait plus fort, plus on s'est rendu compte qu'on était plus faible. Plus on nous dirait vous irez vers la paix, plus on s'est rendu compte qu'on va vers la guerre. Vous voyez, plus on nous disait ça va être un grand moment de démocratie. Reprenez le bêtisier de Maastricht qu'a fait Jean-Pierre Chevènement sur le référendum de 92. Ou la prospérité. Et là, la prospérité, la paix. La France est aujourd'hui le 10e pays européen en termes de PIB, de richesse par habitant. Par habitant, oui. Et on est classé dans les pays du sud de l'Europe Oui, aujourd'hui. tout à fait. On est classé dans les pays du sud. C'est effrayant. Donc en fait, il faut bien que les Français comprennent que si l'Europe, l'Union européenne a décidé d'un projet mortifère, elle entraînera les nations avec elle. Et c'est pour ça qu'il faut sortir, il faut quitter le navire. Et en le quittant, nous sommes quand même une puissance centrale, on le fera couler. Parce que ça, évidemment, il y a toujours des gens qui ont une ambiguïté dans la tête en se disant « mais vous allez quitter, mais il restera 26 pays à côté. Vous allez quitter l'euro, mais il restera l'euro sans nous. » Pas du tout. Si nous quittons, nous, la France, on n'est pas la Grèce. On n'est même pas le Royaume-Uni, qui était plus marginal, plus ancien. Toujours été arrivé plus récemment. Entre deux eaux. Voilà, qui n'était pas dans l'euro, etc. Nous, si on sort, pays central à tout point de vue, y compris géographiquement, il suffit de sortir une carte, l'Union européenne disparaît d'un coup, et l'euro aussi. Donc c'est la résurrection des nations, forcément, qui devront se réorganiser, reprendre leur indépendance, reconstruire. Ah oui, il y aura une phase où on va devoir reconstruire. Mais sinon, ce que vous dites est vrai, on ira vers la disparition totale. Que l'Union européenne sorte de l'histoire, je m'en fiche, parce que pour moi, l'Union européenne ne doit pas exister dans l'histoire. Mais que la France sorte de l'histoire me pose un énorme problème. Et elle ne sortira de l'histoire que si elle continue à s'accrocher à ce projet européiste qui est un projet de destruction. Mais une fois la France sortie... C'est pas la construction européenne, c'est la destruction européenne. Pour vous, une fois la France sortie, aussitôt la France retrouve une politique internationale, une diplomatie, une envergure, je veux dire. C'est-à-dire qu'on retrouve en tout cas tous les moyens pour le faire. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit, et ça l'exemple... le Brexit nous aide à comprendre comment il faut faire. Il faut qu'ensuite, cette période de résurrection nationale, de reconstruction, soit pilotée par des Frexiteurs, par des gens qui y croient. Alors évidemment, si c'est Macron qui pilote, ce qui serait bizarre, vous me direz dans quelles circonstances ça peut se produire, ce que je dis. C'est de la politique fiction. Mais imaginons Macron qui pilote la France qui sort de l'Union européenne, on sent bien que ça ne va pas bien se passer. C'est ce qui est arrivé aux Britanniques, encore jusqu'à aujourd'hui, puisqu'ils ont Keir Starmer, qui est un mondialiste, qui pilote un pays qui met des drapeaux nationaux partout. Un problème, on le sent bien. Ce qui explique d'ailleurs que Farage explose dans les sondages. Il y a un sondage qui est sorti là cette semaine. Il fait plus du double. Non, mais pardon, il fait plus que les conservateurs plus les travaillistes réunis. 34 et eux ils font 16. C'est maintenant, si demain il y a une législative au Royaume-Uni, il est largement Premier ministre. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut piloter cette période de transition. On va reprendre en main le pays, on sait faire. On a quelques siècles, même pas mal de siècles d'expérience, on sait faire, on sait battre monnaie. On avait une monnaie qui avait 700 ans d'existence, 700 ans d'âge. On sait gérer des frontières nationales, on sait faire avec des douaniers, on sait avoir une diplomatie, on a encore d'ailleurs un réseau diplomatique, on sait gérer notre commerce, on sait signer, négocier des traités, on l'a fait pendant des siècles, donc on n'est pas plus bête. Il faudra recréer par exemple un corps diplomatique. Oui, parce qu'il a été détruit. Ça sera particulièrement important, parce que ça sera une cheville ouvrière de tout ce travail-là. Détruit, supprimé par Macron, comme il a supprimé le corps préfectoral. Mais pour des raisons de copinage. En fait, il a cassé des obstacles administratifs qui empêchaient de nommer des copains. Voilà, c'est tout. Enfin, il pouvait le faire un peu, mais c'était plus compliqué. Là, il peut le faire directement. Et il ne s'en est pas privé, d'ailleurs. Donc, il faut reconstruire il y a quand même une lutte, parce que dans l'appareil, vous parliez de l'État profond avec Trump. Nous aussi, on a notre État profond. Là, j'entendais que Pierre Moscovici allait finalement quitter le Conseil d'État, mais on a aussi la Cour des comptes, pardon. On a aussi Laurent Fabius. Oui, mais vous savez où tout ça est trusté. Il va à la Cour des comptes européenne. Ah, ben voilà. Mais au moins. Et il va être remplacé apparemment par Borne. Toujours les Cour des comptes européennes. Pourquoi il y va? Parce que c'est mieux payé. Et on est toujours dans cette matrice du PS qui représente 3%, mais qui truste tous les grands corps de l'État. Oui, il y a ça, évidemment. Et ça sera des obstacles. Non, bien sûr, il y aura des obstacles intérieurs et extérieurs. Mais qu'a fait De Gaulle pendant tout son mandat, ses mandats? Qu'est-ce qu'il a fait?
et même déjà incarnant cette figure de la résistance pendant la guerre. Vous avez lu comme moi l'histoire, vous savez qu'il a passé chaque jour de sa vie d'homme public, de résistant et de président de la République à batailler. Et, et même les rois de France déjà bataillaient contre les grands seigneurs et bataillaient contre De Gaulle, le pape. il bataillait beaucoup contre les Américains aussi. Hein. Mais De Gaulle bataillait essentiellement contre les Américains. Et puis des ennemis intérieurs, tous les bourgeois des dîners en ville, tous les sénateurs qui ont voulu le faire tomber, qui se sont coalisés en 69. Tout le monde s'est coalisé pour le faire tomber, avec probablement d'ailleurs ingérence étrangère américaine, bien sûr. pour le dégager. À un moment où il commençait à être vraiment très gênant. L'Amérique a arrosé en termes d'enveloppe de billets tous les opposants à De Gaulle. À l'évidence, et 2 ans plus tard, Nixon annonçait la sortie du système OR, tout ce que combattait De Gaulle. Tout à fait. Et donc, en réalité, tout ça, il faut quand même faire les connexions entre les sujets. Ce n'est pas simplement une révolte étudiante, 68, et même ouvrière. C'est piloté. Mais bien sûr qu'il y aura un travail immense, bien sûr que ce sera probablement d'ailleurs un moment très exaltant. Écoutez, en même temps, c'est pour ça qu'il faut des gens solidement ancrés dans l'idée nationale pour piloter cela. Et sinon, ça ne marchera pas. Il faut des gens solidement patriotiques, et qui aiment la France et qui sont très conscients des intérêts nationaux. Ça va être un moment très important, un moment difficile, mais en même temps un moment extrêmement exaltant. Parce qu'enfin, on redonnera au peuple français un cap et un projet. Aujourd'hui, nous n'avons pas de projet. La dépression nationale s'explique en grande partie pour ça, puisque nous restons un peuple fondamentalement politique. Et quand un peuple n'est pas nourri, et aujourd'hui on ne nourrit pas le peuple français, on ne nourrit pas le peuple français d'une vision, d'un cap, d'un projet, il déprime. Les gens dépriment. On est en train complètement de sortir de l'histoire. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, explique la dépression nationale qui est plus importante chez nous qu'ailleurs. Parce que nous sommes un peuple plus politique que les autres. Et cette dépression, est-ce qu'elle s'est incarnée hier dans la rue ? Est-ce que le 10 septembre, le 18 septembre, pour vous, c'est déjà des signes ? Est-ce qu'on va vers des nouveaux gilets jaunes ? Il y a du monde dans la rue. C'est aussi la paupérisation, vous savez, de la parce dépression. Il y a une facilité de dire oui, mais c'est rempli d'antifas, de casseurs, etc. Oui, il y a ça. Écoutez, quand vous mettez entre 500 000 et 1 million de personnes dans la rue, il n'y a pas que ça. Il y a une exaspération, il y a une colère, il y a une volonté d'exprimer quelque chose. Et il faut pas essentialiser la manif en disant c'est que des gens derrière Mélenchon, etc. C'est pas vrai. C'est plus massif que ça. Maintenant, il y avait moins de drapeaux français que de drapeaux anglais. C'est le problème. On est quand même au cœur d'un piège en France. Ils ont réussi à séparer les gens. Certains vont se mobiliser uniquement si ce sont les syndicats et Mélenchon, etc. Et vous n'aurez pas un drapeau français. Ce qui ne veut pas dire que toutes leurs revendications sont à jeter à la poubelle, loin de là. Il y a une pauvreté en France épouvantable. Il y a un mal-être, il faut l'entendre et il faut y répondre. Et les souverainistes ont un vrai projet social. Ce qui les différencie, d'ailleurs, c'est pour ça que quand on parle d'union des droites, ça n'a pas beaucoup de sens, parce qu'il y a des droites en France qui ont un projet qui méprise complètement ces questions-là, et c'est complètement idiot. Il faut avoir un vrai projet économique et social. Et puis à côté, vous avez des gens qui vont sortir. Nous, on l'a fait le 6 septembre. On avait du monde dans la rue avec des drapeaux français partout. Oui, vous faites régulièrement ce genre de manif. Oui, et d'ailleurs, il y a pas mal de plus en plus de drapeaux. Mais alors, il faut... Je ne sais pas là comment faire en fait, c'est compliqué parce qu'ils nous ont mis quand même, le macronisme est une perversité qui a réussi à diviser les gens, à les monter les uns contre les autres, et on a l'impression que le mouvement originel des Gilets jaunes, les premiers actes, où c'était des drapeaux français, et en même temps ça unissait le petit patron et l'ouvrier et l'étudiant et le retraité ou la retraitée, on a l'impression que ça aujourd'hui c'est rendu plus compliqué, que ça a été plus polarisé. Il y a un drapeau qui est venu de se substituer au drapeau français, c'est le drapeau palestinien. Oui, ce qui est absurde. Moi, je respecte profondément la cause palestinienne. Mais je pense qu'elle doit s'exprimer dans les mouvements pour la cause palestinienne, pas dans les mouvements sociaux et politiques français. Je pense qu'il ne faut pas mettre d'autres drapeaux au fronton des mairies. Ni palestiniens, ni israéliens, ni ukrainiens, ni LGBT, et ni européens. Parce que j'ai vu Retailleau dire « je ne suis que pour le drapeau français sur les mairies ».
très bien. Bon, mais il réagissait au drapeau palestinien. Ok, moi je l'ai pris au mot. Ah bon? Mais dites alors au maire de retirer le torchon bleu étoilé de l'Union européenne qui est quasiment Je me sur toutes souviens les que mairies. vous-même, vous en avez enlevé. Oui, bah moi, Ouais. on les enlève. Mais alors retirez-le s'il n'y a Ouais. que le drapeau français. Alors ça c'est bizarre, celui-là on n'en parle pas par contre. Celui-là, alors il était dans la Constitution européenne, je le rappelle, qui a été rejeté par les Français. Ouais. Et il n'a pas été remis dans le traité de Lisbonne. C'est une des petites différences entre les textes. Donc il est complètement presque illégal. Quoi. On ne devrait pas avoir de drapeau européen, c'est Bien ça que sûr vous nous que non, dites. il faut le retirer Stricto partout. sensu, au niveau, si on regarde la symbole- loi, on n'en a pas besoin. Enfin, Bah, pas d'obligation. après, si, dans la loi, ils ont mis, par exemple, depuis quelques années, qu'il est obligatoire, avec le drapeau français quand même, pour Oui. l'instant, devant les écoles. Ouais. Mais les mairies, je ne suis pas sûr que le drapeau européen soit obligatoire dans la loi. Il ne me semble pas. Drapeau français, oui, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de dérive des maires, de certains maires, de vouloir afficher des revendications communautaires ou de politique étrangère avec la mairie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, C'est pas oui, fait pour ça, une mairie. c'est vrai, Une mairie, c'est le drapeau français. Voilà. ouais. Alors, puisqu'on en parle, qu'est-ce que vous pensez de la reconnaissance de la Palestine par la France, décidée par Emmanuel Macron? Ben, moi, j'ai toujours été favorable à la reconnaissance de la Palestine. J'ai toujours eu une position extrêmement claire là-dessus. Moi, je suis gaulliste. Donc, je suis pour une solution à 2 États, qui est compliquée aujourd'hui parce que l'État palestinien a été très grignoté, morcelé. Donc, un État avec quel territoire? Ça va être la question qui va se poser. C'était la résolution de l'ONU au départ. Hein. Bien sûr. Donc voilà, et là-dessus, alors j'entends bien tous les sujets actuels. Oui, mais il y a le Hamas, oui, il y a encore des otages. Et évidemment, je suis conscient de tout cela. Mais je pense que la reconnaissance de la Palestine, c'est pas. On sait très bien que le lendemain, il n'y aura pas un État palestinien. C'est un acte symbolique et politique. Et il faut l'entendre comme cela. Mais le fait qu'Emmanuel Macron ait pris la tête de une forme de croisade de reconnaissance, puisque ça a quand même ouvert les vannes. Et d'ailleurs, ça tire les foudres de Benjamin Netanyahou, lui particulièrement, probablement à cause de ça. C'est une bonne chose. Bah, moi, je ne vais pas critiquer Macron par principe. Non. S'il va sur quelque chose que moi je réclame, moi il y a des tweets de moi de 2013-2014 où je réclame déjà ça, je pense qu'il faut le soutenir là-dessus, pour le coup. Très bien. Après, est-ce que ça veut dire que sur le sujet et sur la politique étrangère, je soutiens Macron? Bah non, parce qu'il y a beaucoup d'autres, y compris au Moyen-Orient et plus encore en Ukraine et en Russie. La diplomatie macroniste ne me va pas du tout. Vous voyez, j'essaie de rester honnête, intellectuellement honnête, et en même temps lucide sur ce personnage qui, globalement, a fait plus de mal à la diplomatie française que de bien. Dernière question, là aussi, on parle de tournant dans l'histoire, enfin, on est quand même dans une période d'ébullition. Je voulais vous faire réagir sur l'affaire Le Grand Cohen. Ça fait 10 jours que ces révélations ont été publiées par le journal L'Incorrect. On a un petit peu de temps, on a vu les réactions. Delphine Ernotte expliquant que CNews était une chaîne d'extrême droite. Pour vous, c'est un tournant et est-ce que finalement, cette collusion, on l'a vu entre ces deux grands journalistes et le PS, on s'en doutait, désormais on a le son et l'image, Voilà. Mais est-ce que c'est un tournant? En fait, on le savait. C'est même pas qu'on s'en doutait, on le savait. Oui. Mais c'est vrai que la force de L'Incorrect, c'est qu'ils ont sorti le son et l'image. Et voilà, pris la main dans le sac. Bon, comment on réagit par rapport à ça? Normalement, on enlève Cohen de l'antenne, on enlève Legrand de l'antenne. Et Legrand, ça a été fait un peu. Hein. Enfin, la moitié, une chronique. Le Cohen, pas du tout. Pas du tout. Et on enlève, excusez-moi, mais je l'ajoute, on enlève Léa Salamé de l'antenne. Oui, ça c'est... Parce qu'elle est quand même la compagne d'un homme dont on sait très bien qu'il a la volonté d'être candidat à l'élection présidentielle et qui, de toute façon, aujourd'hui, est déjà un responsable politique qui est amené à s'exprimer régulièrement, à être invité, donc il y a un problème, élu au Parlement européen, etc. Alors, ce qu'a fait Delphine Ernotte est très grave, parce que quand elle dit une chaîne est... D'abord, il y a deux choses. Elle dit c'est une chaîne d'opinion et je ne sais pas ce qu'en pense l'Arcom. Mais arrêtez d'être hypocrite, Delphine Ernotte. Dites pas ça. Dites clairement, je demande à l'Arcom d'interdire CNews. Parce que ça revient à ça, sa phrase. Parce que le journaliste lui dit malicieusement « Ah, mais vous savez que l'Arcom n'autorise pas les chaînes d'opinion. »« Ah oui, c'est vrai, donc je me demande ce qu'ils en pensent. »
Oh, mais tournez pas autour du pot. Vous demandez l'interdiction de CNews, comme vous avez déjà obtenu l'interdiction de C8. Et d'ailleurs, à l'époque de l'enquête sur C8, il y avait CNews dans le viseur. Hein. Mais évidemment. Et si CNews et C8 est tombé, c'est parce qu'ils n'ont pas pu. Et là, on voit bien que leur combat, alors je ne sais pas Mm. quand est-ce que c'est le renouvellement de licence de CNews, c'est pas tout à fait maintenant, c'est dans 3-4 ans. Mm. On voit bien que leur combat, c'est ça. Hein. C'est évident qu'ils veulent l'interdiction de CNews. Mm. Et que moi, j'avais alerté dès l'interdiction de RT France. Mm. J'avais dit, le principe est posé. Mm. Tous les journalistes de France auraient dû se mobiliser à ce moment-là, quoi qu'ils pensent. Parce que ça sera boum, boum, boum. Et une fois qu'on a pris le goût à fermer les chaînes, on ne sait pas où ça s'arrête. Deuxièmement, très grave, elle a dit, personne n'a relevé dans cette interview, elle a dit, imaginons demain si on est en guerre, qui portera la position française? Les chaînes d'infos russes, pro-russes. Oui. Voilà, sa phrase exacte. Les chaînes info pro-russes. Alors d'abord, qui sont les chaînes info pro-russes? Ouais. Premièrement. Deux, c'est un peu étonnant. elle a des infos sur une guerre. Enfin, je trouve ça bizarre, moi, comme expression. Si demain on est en guerre, la présidente de France Télévisions qui nous sort ça, c'est hyper bizarre et inquiétant. Troisièmement, un aveu. Qui portera la position française? Donc elle avoue immédiatement qu'elle se mettra au garde-à-vous gouvernemental Oui. de la propagande de guerre. Mm. Donc c'est quand même intéressant. Mm. Ça veut dire quoi, position française? C'est la position du gouvernement. Mm. Donc j'ai trouvé l'aveu très intéressant. Et troisièmement, quand elle dit c'est une chaîne d'extrême droite, elle met une cible sur les gens. Il ne faut pas rire avec ça. Évidemment qu'elle met une cible sur les gens. Je suis désolé, mais si on parle de Charlie Kirk, Oui. cet homme, on ne sait pas encore exactement dans quelles conditions, a été liquidé, assassiné, parce qu'il avait plein de cibles sur le dos. Alors que c'était un homme courageux, puisqu'il avait des positions affirmées, on peut être Mais d'accord qu'il ou allait pas, en débattre. mais il en débattait. Oui. C'est formidable. Il était l'expression, et d'ailleurs des gens qui étaient totalement opposés. Je vois Jamie Lee Curtis, par exemple, qui est une actrice hollywoodienne incarnant le Parti démocrate, disant que j'étais absolument pas d'accord avec ce mec, mais du tout. Mais je pleure sa mort parce que voilà, il permettait d'être la liberté d'expression s'il la respectait. C'est pour ça que sa mort est encore plus terrible, parce que ça touche quelqu'un dont on pourrait se dire, mais pas lui, quoi, parce qu'au moins lui, il vous laissait la possibilité de lui dire que vous étiez en profond désaccord. Oui, c'est ça. Et puis, mais bon, il a été ciblé parce qu'il avait des cibles sur le dos, et dont extrême droite, enfin, plein d'autres. Oui. Hein. Et donc, je suis désolé, quand on fait ça, on dit pas ça à la légère. C'est pour ça que moi, j'ai toujours combattu ces étiquettes, ces infamies, parce que c'est pas tant que Delphine Ernotte me dise que je suis complotiste de l'extrême droite, je m'en fous de ce qu'elle pense. La question, je sais que je ne le suis pas, la question, c'est qu'il y a des gens plus basiques, hein, qui vont prendre ça au premier degré et qui vont dire « Ah, donc il faut s'en occuper, quoi ». Et dans une société qui est quand même devenue aujourd'hui violente, c'est extrêmement dangereux de dire ce genre de choses. D'autant qu'on a tendance souvent à dire que ce qui se passe aux États-Unis arrive chez nous après. Ouais. Vous voyez une évolution de la société française de même nature? Alors, il n'y a pas les armes omniprésentes ici, mais quand même. Il y a des gens qui partent beaucoup plus vite au quart de tour, je trouve, dans la violence. Il y a moins de discussion, il y a tout de suite plus, on y va, on tape. Moi, je vois parfois des gens, on est à la limite, dans les manifs. Alors, on a un service de sécurité, tout va bien, mais il y a des gens, on sent qu'ils n'ont pas envie de dialoguer. Et je trouve ça toujours extrêmement déprimant, moi, de voir quelqu'un qui refuse par principe le dialogue et qui vous déshumanise immédiatement. Vous n'êtes même pas un être humain dans ses yeux. Vous êtes un type qu'il faut presque tuer. Et je trouve ça extrêmement inquiétant. Je vous prends un exemple, même des gens, on va dire, qui ont pignon sur rue et qui sont totalement intégrés dans l'appareil mais politico-médiatique. Je pense Mathieu Pigasse, par exemple, à propos de Philippe de Villiers, justement, qui dit sur un tweet, ma mémoire est exacte, il faut en finir avec ces discours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Philippe de Villiers n'a plus le droit de s'exprimer. Parce que Philippe de Villiers s'oppose à Mathieu Pigasse, mais il n'interdit pas à Mathieu Pigasse de s'exprimer. Donc on voit quand même qu'il y a quand même une sorte de mais vous savez qu'au moment ça me fait penser à ce que vous dites, d'autoritarisme qui est en train de au nom de la démocratie. Mais voilà. Et c'est instillé de loin. Vous avez Alain Minc, ça me fait penser à Alain Minc qui, au moment de Maastricht, disait à Philippe de Villiers, dans un débat, vous ne devriez plus avoir le droit de faire de la politique. Oui. Ah non, mais il y a un logiciel totalitaire dans la tête de certains qui est évidemment l'inverse de la liberté d'expression. Donc, alors c'est marrant parce que c'est souvent les mêmes qui vous disent « je suis Charlie ».
Ouais. Et par ironie de l'histoire, c'est Charlie Kirk qui a Ouais. été assassiné. Ouais. C'est plus compliqué pour eux aujourd'hui de dire « je suis Charlie ». Vous voyez? Ouais. C'est ces gens-là qui ont fait la leçon à tout le monde pendant des décennies, qui en fait ont laissé tomber le masque. Et on est dans une période où je trouve que tous les masques tombent. Ouais. C'est l'intérêt de cette période. Je trouve qu'on a beaucoup avancé là en quelques mois et quelques années. Beaucoup Il y a une avancé. sorte d'épreuve de vérité. Quoi. Ah, énorme. Ouais. Ouais. Tout le monde est en train de passer au scanner là. Ouais. Ouais. On vous voit. Ouais. On voit tout. Et moi, je trouve que c'est bien au moins. C'est Ouais. dangereux, ça peut être dangereux, il faut faire attention. Mais au moins, voilà, le paysage maintenant, il est clair. Aux Français de choisir leurs options. En ayant un paysage très très clair. C'est l'heure de vérité. Ouais. Florian Philippot, merci beaucoup Merci pour beaucoup, Régis, ce décryptage de l'actualité très utile. J'espère que à vous tous, cette émission vous a plu et que vous reviendrez toujours plus nombreux la semaine prochaine ou dans les jours qui viennent, puisqu'on en fait maintenant beaucoup plus régulièrement cette émission du Grand Entretien. D'ici là, écoutez, je vous souhaite une excellente journée à tous. Très belle journée aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Voilà.